Bonjour, bienvenue à ce webinaire ADN. Merci d'être là. On va démarrer un tout petit peu en avance, le temps de vous saluer et on va commencer à l'heure afin que tout le monde puisse faire face à ses obligations d'ici 11 heures. Donc moi je suis Gaël Caron, donc je suis le responsable du pôle agilité chez ADN et aujourd'hui je serai accompagné par Adam Boistine qui sera le présentateur de ce webinaire. Bonjour à tous. Donc un petit point pendant ce webinaire, normalement vous allez être dans un mode d'écoute seul, donc ça veut dire que votre micro sera coupé par défaut. Si vous souhaitez poser une question ou partager une réflexion avec nous et avec l'ensemble des participants, à ce moment-là, vous avez deux moyens. Il y a un premier moyen qui consiste à utiliser les questions écrites. Donc, il y a un petit logo avec un point d'interrogation qui vous permet de poser des questions. Dans ce cas, soit je peux y répondre directement par écrit, soit si elle peut concerner l'ensemble des participants, je la mentionnerai à l'oral et puis on y répondra. Et puis, vous avez aussi la possibilité de lever la main. Et dans ce cas-là, je vous ouvrirai votre micro pour que vous puissiez intervenir. Et donc voilà, donc je vois que le chatter marche. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ça nous fait plaisir de voir qu'il y a du monde à ce webinaire. Il va être un peu dans la continuité de ce qu'on a déjà proposé, une petite dizaine de webinaires, je pense maintenant, qui tournent autour des outils Jira et Confluence et de leur intérêt, de leur utilisation pour gérer des, des process qualité, notamment de la documentation. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais aussi du DHF, du DMR ou des tests automatisés, ce genre de choses. Donc on continue vraiment dans, on tire le même fil rouge avec ces outils que nous commençons à apprécier et à bien connaître et sur lesquels on commence à avoir un peu de recul dans les utilisations qu'en font nos clients. Voilà, 10h01, et ben, je propose qu'on commence dès maintenant afin de rester dans le créneau imparti. Je souhaite à tous un très bon webinaire et puis n'hésitez pas à poser vos questions et à partager vos réflexions. Adam, je te cède la parole. D'accord. Alors, du coup, dans ce webinaire, on va aborder 6 points. Donc, tout d'abord, on va présenter un peu brièvement Confluence. On va ensuite présenter les différents avantages qu'a Confluence ainsi que ses possibilités. On va ensuite plus particulièrement parler du fonctionnement de la JET, donc de la customisation que nous avons fait sur Confluence. Ensuite, on va parler de comment on peut valider cette JET. On va parler de comment on peut migrer vos données. Donc vos données existantes dans votre nouvel outil de GED qui sera sur Confluence. Et enfin, on vous présentera les offres ADN concernant cette GED. Donc on va tout de suite entamer par la partie présentation de Confluence. Donc juste couper ma caméra pour un peu économiser la connexion. Si je retrouve où est ma caméra. Elle est ici. C'est parti. Alors du coup, Confluence, qu'est-ce que c'est? Confluence, c'est un outil de collaboration créé par Atlassian. Donc, qui est un outil qui va rassembler les personnes, les connaissances et les différentes idées dans un espace de travail partagé. Donc, Atlassian, c'est aussi eux qui ont fait Jira, Bitbucket et Trello. Donc, Jira, que je pense beaucoup de vous connaissent, donc qui est un logiciel de gestion de projet, Bitbucket, qui est un logiciel de gestion de version de code, et Trello, qui est un peu la version plus basique de Jira où il y a juste les tableaux Kanban d'agilité. Donc Confluence est lié nativement à Jira vu que c'est du même éditeur. Donc il est entièrement configurable par l'utilisateur final. Il peut être considéré comme une base de connaissances de type wiki.
avec deux accès en ligne possibles, donc la version cloud qu'on va présenter aujourd'hui et la version data center. Donc anciennement, il y avait aussi la version serveur, mais elle a été, elle n'est plus à disposition à la vente depuis début d'année, je crois. Et enfin, Confluence, comme tous les outils Atlassian, possède une marketplace qui va pouvoir nous donner accès à beaucoup de plugins. Et ces plugins vont faire quelque chose de particulier. Donc, par exemple, on peut pas avoir des plugins de workflow, on peut avoir des plugins de diagrammes, on peut avoir des plugins qui vont nous permettre d'avoir des fonctionnalités d'Excel plus poussées sur Confluence. Donc, un peu beaucoup de plugins qui existent qui font une certaine chose très très bien. Donc, Confluence est composé d'espaces et de pages. Donc, un espace, on peut voir ça comme un dossier de rangement, donc à l'intérieur duquel on va avoir des pages qui vont être, elles, nos documents de travail. Donc, par exemple, dans cet exemple-là, on a notre Confluence qui possède trois espaces, donc un espace Dev Team, un espace HR, un espace marketing. Et à l'intérieur de cet espace HR, on a différentes pages. Donc, les pages ont une notion de parentage, donc une notion de parent-enfant. Donc une page peut être parent d'une page, une page peut être enfant d'une page. Donc c'est ce qui va nous permettre à l'intérieur de Confluence d'avoir une certaine structure avec cette notion de parent-enfant. Donc concernant les avantages de Confluence. Donc Confluence il possède quatre avantages majeurs. Donc le fait d'avoir une création de contenu intuitive, donc avec l'éditeur de contenu qui est assez enrichi de base et qui est assez facile à prendre en main. Avec les différents modèles qui existent. Donc, on peut à tout moment sur Confluence se créer un modèle pour pouvoir, lors de la création d'une nouvelle page, utiliser ce modèle et ne pas avoir à refaire toute la page, tout le contenu de la page. On a aussi des macros qui nous permettent d'insérer du contenu dynamique à l'intérieur de nos pages, ou qui nous permettent d'insérer du contenu qui est différent de texte pur. Donc l'autre avantage, bien sûr, c'est la collaboration en temps réel. Donc on peut être jusqu'à 12 utilisateurs lors de l'édition d'une page. Il y a aussi tout un système de commentaires un peu comme sur Word. Ensuite, le troisième avantage, c'est la gestion efficace de contenu. Donc notamment avec toute la notion d'espace et de page et de permission sur ces différents espaces et pages. Et enfin, on a la partie intégration et personnalisation puissante. On peut vraiment, avec Confluence, l'adapter en fonction de nous, ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal avec ce produit, parce qu'il peut vraiment répondre à notre besoin. Donc les différentes possibilités de l'outil, donc on peut, comme j'ai déjà dit, donc gérer des espaces pour classer les différents documents. Donc retrouver facilement les documents grâce à la fonction de recherche. Donc Confluence possède une fonction de recherche assez aboutie. Donc on va pouvoir chercher par exemple en faisant une recherche rapide des mots-clés dans des documents, donc soit dans le titre du document, soit dans le contenu du document. On peut faire une recherche un peu plus poussée. Donc, par exemple, on peut dire, je veux tous les documents, par exemple, de Gaël Caron de la semaine dernière qui sont dans cet espace X. Donc, vraiment une recherche qui est bien aboutie. Donc, on peut mettre sous contrôle les accès en lecture-écriture des différents documents. Donc, ceci à trois niveaux. Donc on peut d'abord mettre en le contrôle d'accès en lecture-écriture de l'espace, l'accès en lecture-écriture juste d'une page, donc d'un document, et l'accès en lecture-écriture de la globalité de Confluence. Donc on peut travailler à plusieurs en temps réel sur un même document, donc jusqu'à 12. On peut stocker des documents externes, donc c'est-à-dire qu'on peut à l'intérieur d'une page mettre des pièces jointes qui nous servent à stocker des documents externes, donc par exemple des documents SolidWorks, des documents Excel, des présentations PowerPoint, des présentations PDF, un peu tous les types de documents qui existent. On peut les attacher en tant que pièce jointe d'une page. Et enfin, on peut extraire toute une partie des espaces documentaires en PDF. Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, je peux exporter une page de Confluence en PDF
ou une partie de mes pages de mon espace en PDF ou toutes les pages de mon espace en PDF. Donc ensuite, pour les possibilités, donc il y a la possibilité de gérer automatiquement les versions de documents, de mettre en place des workflows d'approbation, d'avoir une signature électronique qui est conforme au 21 CFR part 11, de demander des confirmations de lecture, de récupérer automatiquement des informations de tickets Jira, donc à l'aide d'une macro Confluence, et de recevoir des notifications automatiques par mail sur l'état des documents. Donc là, j'ai pas trop, comment dire, développé cette slide parce que on va voir ça tout du long de la présentation de la GED. Juste un point ici, Adam, je fais un petit arrêt ici. C'est que la slide d'avant, s'il te plaît. Donc, c'est vraiment Confluence tel qu'il est, on va dire, nativement. D'accord? Donc, si vous démarrez une instance de Confluence, si vous achetez un accès à Confluence, vous allez retrouver toutes ces possibilités-là. En revanche, la slide d'après, ça, c'est vraiment Confluence appliquée à la gestion électronique de documents, notamment pour l'industrie pharmaceutique et pour le dispositif médical. Et donc ça, c'est plutôt le travail que nous faisons, nous, avec ADN, c'est-à-dire de choisir à la fois les bons plugins, de les brancher entre eux, de faire leur configuration et de rajouter les différents petites, on va dire, customisations dont on a besoin pour aboutir à un système comme il est décrit sur cette page-là. Donc voilà, bien comprendre que il y a vraiment les deux éléments, donc une partie qui est vraiment native Confluence et une partie qui est ce que nous cherchons à faire avec nos clients sur Confluence. Et je vous propose ici, maintenant qu'on a décrit un petit peu Confluence, de lancer un sondage qui va nous permettre juste de savoir un petit peu et de vous positionner sur votre connaissance de Confluence et son utilisation dans votre entreprise. Hop, donc là j'ai lancé le sondage et si vous avez la gentillesse d'y répondre. Alors, ouais, presque tout le monde a voté. Ok, donc tout le monde a voté, merci beaucoup. Donc je vais fermer le sondage et je vais le partager. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que bon bah c'est assez équilibré. Donc 40% ne connaissent pas Confluence, donc ça va être l'occasion de le découvrir et de découvrir ses possibilités. 25% c'est déployé c'est pas déployé même s'ils connaissent Confluence, et puis 35% déployé et donc ils connaissent. Et donc j'espère que tout le monde ici apprendra un maximum d'informations. Hop, je masque le sondage et je te redonne la parole, Adam. D'accord. Alors on va passer maintenant au fonctionnement de la GED. Donc on va partir sur un cas concret de transformation de Confluence pour en faire une GED. Donc il va y avoir plusieurs informations à comprendre avant la vidéo de présentation. Donc tout d'abord, on va avoir un fonctionnement par trois espaces. Donc avec un espace draft, un espace publish et un espace obsolète. Donc on va avoir un espace draft qui va nous permettre de créer nos nouvelles pages, de modifier ces nouvelles pages et de comment dire. Et cet espace va être un peu accessible par tout le monde euh, enfin à mesure que ce tout le monde soit défini par vous. Et donc ça permet d'avoir vraiment un espace de travail sur lequel on va pas vraiment limiter les utilisateurs pour que ce soit moins contraignant pour eux. Et lorsque la page va être finie, on va lancer un processus d'approbation. Donc, lorsque ce processus d'approbation sera validé par toutes les personnes qui seront dans ce processus, la page va être publiée dans l'espace Publish, donc qui contient toutes les pages qui sont publiées. Donc, cet espace Publish, lui, il est accessible par tout le monde en lecture,
Mais par contre, il n'y a aucune possibilité de modifier une page à l'intérieur de cet espace public. Donc ça va nous permettre d'avoir un fonctionnement qui ne va pas contraindre les utilisateurs lors de leur modification, création de documents, et qui en même temps va être va on va avoir une source de vérité dont on est sûr qu'elle est correcte avec l'espace public. Et enfin, on a un espace obsolète. Donc cet espace obsolète, il va récupérer toutes les pages dont le statut il est obsolète. Il est accessible seulement par un nombre d'utilisateurs restreint. Et il n'y a encore une fois aucune possibilité de modification de page à l'intérieur de cet espace. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on va avoir un document qu'on veut obsoléter, on va passer par un certain processus. Et les documents qu'on va obsoléter, il bien évidemment disparaître de l'espace public, mais il va aussi disparaître de l'espace draft pour éviter de modifier un document qui est obsolété. Et donc entre l'espace draft et l'espace public, on peut voir ça en fait comme une espèce de la page va avoir un espèce d'effet miroir entre ces deux espaces, oui. Euh, Tu voulais dire quelque chose, Gaël? Oui, ce que je veux dire, c'est que là, il faut bien comprendre que ça, c'est l'approche que nous proposons pour mettre en place une GED, hein. Donc ça, c'est pas forcément le fonctionnement de Confluence de base, hein. Confluence, lui, il a une notion d'espace. Et donc là, vraiment, l'idée, c'est de se plonger dans l'état d'esprit où on cherche à faire une gestion électronique de documents. Et donc là, c'est vraiment la proposition ADN qu'on va décrire dans un premier temps et puis qu'on va illustrer dans un second temps par une démonstration en vidéo. Et donc voilà, donc, à bien retenir que ça, c'est une façon de faire, c'est celle qu'on préconise nous, en tout cas celle qu'on déploie chez nos clients. C'est pas forcément la seule, et ce n'est pas du standard Confluence. Donc à base de ces trois espaces-là, pour fabriquer une jet. Donc un espace draft, alors il peut même y en avoir plusieurs, hein, mais en gros un espace de travail où les gens peuvent modifier les documents existants. Et donc l'idée ici, c'est de laisser des espaces relativement libres en termes de droits, donc de ne pas passer notre temps à changer les droits. Un espace public où effectivement la page qui a été créée et modifiée et mise à jour, si vous voulez, dans l'espace draft, une fois passée au travers d'un workflow particulier et une fois approuvé, va se stocker dans cet espace-là qui sera, comme disait Adam, sa source la source de référence en fait pour tout ce qui est pour en fait la publication en fait. Et puis un espace obsolète effectivement pour pouvoir rendre obsolète les pages qu'on veut sortir de notre GED, mais dont on veut garder la trace. Je te rends la parole. Donc du coup, les différentes informations qui vont apparaître sur la page, donc tout d'abord, ça va être une nomenclature qui va être automatiquement créée lors de la création d'une page et qui va être stockée et requêtable. Donc requêtable avec l'outil de recherche Confluence. Donc on va avoir des labels qui vont être automatiquement créés. Ensuite, on va avoir le suivi de publication, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir si la page a été publiée, donc si elle est présente dans l'espace public ou pas. Et on va avoir l'état de la page dans le workflow, donc à quel état la page se situe dans le workflow. Euh, du coup, on va avoir une structure documentaire personnalisable. Je crois que j'ai un peu raté mes flèches, mais c'est pas grave. Donc, dans cette structure documentaire personnalisable, donc on peut imaginer par exemple d'avoir une structure documentaire donc où toutes les pages qui vont être créées vont être en dessous du niveau 1. Donc, ce que j'appelle niveau 1, en dessous du niveau 1, donc le niveau 0 pour moi c'est l'espace, donc avec sa page d'accueil qui s'appelle Home. Le niveau 1, ça va être euh, les pages enfants de cette page d'accueil. Et toutes les pages qui vont être en dessous du 1, ça va être des pages enfants de ces pages qui sont les enfants de la page d'accueil. Donc ça nous permet d'avoir une structure documentaire. Donc là, j'ai une structure assez simple avec juste une page générale et une page customer, mais on peut imaginer avoir une structure beaucoup plus compliquée. Et donc ça va nous permettre en fait de dire que toutes les pages doivent être créées
en dessous de la page générale ou de la page customer. Donc ensuite, Donc, on peut avoir encore un une deuxième. fois, excuse-moi. Encore une fois, donc ça c'est une proposition. L'idée ici est juste de vous montrer que à travers un espace, donc qui lui est un conteneur de pages uniquement, on va pouvoir définir notre propre structuration et faire en sorte que les nomenclatures que nous allons appliquer à nos pages euh, respectent une certaine structure et un certain placement aussi au sein de notre arborescence de pages. Donc c'est ça l'idée générale qu'il faut retenir. Après, tout ce qui est montré ici, c'est l'illustration au travers d'une proposition qui évidemment ne fait pas forcément sens chez vous ou demande à être modifiée. Et juste pour la vidéo qu'on va montrer après, on sera dans cette configuration-là, donc avec la création de page possible en dessous du niveau 2. Et la nomenclature qui va être créée lors de la création de ces pages va être le titre de la page parent, pour que ce soit un peu simple à comprendre lors de la vidéo. Donc encore une fois, comme Gaël l'a dit, c'est juste un exemple. Ça va être amené à modifier suivant les différents besoins que les clients nous exprimeront lors de la création de cette JED. Donc bien évidemment, il y a aussi le workflow qui va être personnalisable. Donc là, j'ai pris un workflow assez simple avec 3 états avant l'état d'obsolescence, hein. Donc on va avoir un état draft. Donc c'est là où on va faire toutes les modifications de notre page. Donc une fois que la page, on est satisfait de son contenu, on va pouvoir lancer le processus d'approbation. Donc le processus d'approbation, là, il est assez simple, hein. Il se compose de une étape. Donc on va avoir une étape de revue, donc, qui s'appelle InReview. Donc une fois que la page va être revue, on va directement l'approuver et la publish. Donc l'étape publish ici en plus de changer l'état de notre page, va la publier dans l'espace publish. Et on va avoir une revue périodique. Donc c'est-à-dire que tout un certain amount de temps, je vais automatiquement, je vais passer de mon état publish à mon état in review. Donc pour l'exemple, j'ai mis 10 minutes, mais bien évidemment, c'est beaucoup plus long dans la vraie vie, hein. Et enfin, on va avoir notre nos états pour la partie obsolète. Donc on va avoir ce que l'on appelle enfin un processus d'obsolescence. Donc on va pouvoir dire que on veut passer notre page en obsolète. Donc on va d'abord l'envoyer en set to obsolète et là on va avoir quelqu'un prédéfini qui va venir approuver si oui on doit la passer en obsolète ou sinon on ne doit pas la passer en obsolète. Alors, juste une petite précision ici. Donc ça, évidemment, c'est un workflow qui est un exemple. Donc, on peut évidemment rajouter autant d'états et donc d'étapes que l'on veut à partir de ce workflow de base. Donc, typiquement, on pourrait avoir une première étape de revue et d'approbation par des personnes techniques et puis une autre étape de revue et d'approbation par des personnes qualité, par exemple, avant la publication. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, les états, on peut en mettre autant qu'on veut et aussi on peut leur affecter du coup des places aussi ou des actions particulières. Donc typiquement, l'action de publication, comme vient de le dire Adam, eh bien ça va faire l'effet miroir dont on parlait tout à l'heure entre l'espace draft et l'espace publish. Donc ça, l'idée, c'est de prendre un document qui vivait uniquement dans un espace draft et le copier, en fait, c'est le dupliquer dans un espace de vie beaucoup plus verrouillé et qui fait office de référence. Et il y a aussi, bien sûr, pour chacune des transitions, donc une transition, c'est finalement c'est le lien qui est entre deux états, la possibilité de choisir qui va faire l'approbation ou est-ce que c'est un groupe particulier de mon système qui a le droit de faire cette approbation ou cette transition, disons plutôt de façon générale.
combien de personnes doivent la faire? Est-ce que j'applique une demande de signature avec mot de passe ou code PIN de type double authentification pour cette transition? Et aussi, typiquement, est-ce que lors de cette transition, je veux notifier certaines personnes? Donc, est-ce que je veux envoyer des mails à un groupe de personnes pour dire, par exemple, si un document a été publié, voilà, ce document a été mis à jour, il vous concerne et donc, a priori, il faudrait en prendre connaissance. Ou peut-être même, ce document a été publié, euh, le workflow qu'on lui a appliqué, c'est une publication de type changement majeur et vous avez besoin d'être reformé sur le document et on vous demande par exemple de faire une prise de connaissance, etc., etc. Donc tout ça, évidemment, c'est à définir avec vous et à bien penser en amont de votre projet, mais c'est tout à fait personnalisable et on va dire au delta près des possibilités du plugin, normalement, on peut arriver à peu près à faire tout ce que vous voulez. Je te rends la parole, Adam. Donc là, on va passer sur un exemple de cycle du vide d'une page, donc pour que ce soit un peu plus compréhensible les différentes informations qu'on a dit jusque-là. Donc on va retrouver nos trois espaces, donc un espace draft, un espace public et un espace obsolète. Donc tout d'abord, on va voir la création de notre page dans l'espace draft avec une première version. Donc on va pouvoir venir modifier autant de fois qu'on veut. Donc une fois qu'on est satisfait du contenu de notre première version de cette page, on va lancer le processus d'approbation. Donc là, en processus d'approbation, il se compose que d'une étape, donc qui s'appelle InReview. Donc une fois que j'assigne une personne à cette étape et que la personne vient approuver qu'elle a bien lu le document et qu'elle veut le publier, on va passer dans l'état publish. Donc là, on va voir ma page V1 qui va être publiée dans l'espace publish. Et donc on va avoir comme un peu d'IGL, un effet miroir entre cette page, donc entre nos deux espaces. Et donc cet effet miroir va perdurer. Et donc si jamais je remodifie, je vais faire une nouvelle version de ma page, donc que je passe en V2, je vais repasser en état draft dans mon espace draft. Et la version 1 qui est dans mon espace publish, elle, ne va pas changer tant que je n'ai pas publié ma nouvelle version. Donc c'est la version effective, la version publiée, on peut mettre plein de mots, mais cette version 1, elle ne changera pas tant qu'on n'aura pas relancé un processus d'approbation à partir de la nouvelle version de notre page. Oui, et bien comprendre que c'est tout le contenu de la page qui est resté dans sa version 1, hein, dans sa version approuvée. C'est pas uniquement la version qui est restée en version 1 dans l'espace public, c'est toute la page telle qu'elle a été publiée au moment où on a approuvé euh, la version 1. Et donc après, si jamais on est satisfait de notre version 2, on va repasser par le processus d'approbation, donc qui se compose que d'une étape. On va publier cette version 2. Et donc là, vu qu'on est repassé par le processus d'approbation, maintenant c'est la version 2 qui va être la version publiée, la version effective. Donc on va avoir le contenu de la version 2 qui est dans notre espace publish. Donc si jamais on veut rendre cette page obsolète, donc on va passer par le processus d'obsolescence. Donc on va faire la demande à là où les personnes en charge de mettre les pages en obsolète, donc qui est selon le service qualité, hein, si on peut mettre la page en obsolète ou si on doit mettre la page en obsolète. Donc on va passer dans un état send to obsolète. Donc la version qui est dans l'espace public, elle ne change pas. Donc c'est juste la version, enfin l'état dans l'espace draft. Et une fois que ça a été approuvé, donc on va passer en état obsolète. Donc notre page va disparaître de l'espace draft et va disparaître de l'espace public. Elle va exister uniquement dans l'espace obsolète, mais on va garder la trace de tout ce qui s'est passé sur cette page, donc toutes les modifications de contenu, toutes les étapes du workflow. Enfin, un peu tout ce qui s'est passé sur cette page, on va en garder la trace
mais sera stocké dans l'espace obsolète. Donc on va maintenant passer à la vidéo. Alors, attends une petite seconde. Ouais. Maintenant que on a décrit tout, enfin en tout cas un principe, l'idée c'est de voilà de se poser un tout petit peu là avant de l'illustrer par la vidéo. Et donc ce que je vous propose c'est de passer sur un petit sondage histoire de d'avoir le temps de bien intégrer les informations juste avant. Et puis, du coup, tout ce qu'on a décrit sous la forme d'image, eh bien, on va l'illustrer sous la forme Confluence dans la vraie vie juste après. Du coup, je me permets d'envoyer le sondage d'après sur votre besoin sur les aspects GED. Donc là, vous pouvez sélectionner qu'une réponse, donc c'est plutôt pour essayer de faire un tri. Alors, on aurait pu sélectionner plusieurs réponses, mais l'idée, c'est de voir quel est effectivement l'aspect le plus important, en tout cas pour vous dans un premier temps, ou dans l'idée que vous faites d'un projet de gestion documentaire. Hop. D'ailleurs, la signature électronique ici est peut-être un peu mal choisie, puisqu'elle s'applique évidemment aux trois, donc bon, peut-être qu'on n'aurait pas dû poser la question comme ça, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir une idée un petit peu globale. Voilà, donc tout le monde a voté et je vous remercie. Du coup, je vais fermer le sondage et je vais le partager. Voilà. Et donc, ce qui ressort le plus, c'est effectivement la documentation de qualité, la documentation réglementaire, et dans une troisième position, la documentation de produit. Bon, ça, c'est assez en accord avec les différentes missions sur lesquelles on a travaillé jusqu'à présent, où effectivement on a essentiellement traité des documentations de qualité, des documentations réglementaires, des documentations produits, euh, demandant plus d'intégration avec d'autres outils, etc. Et souvent sont traités dans un second temps. Hop, je masque. Et du coup, je vous propose maintenant de regarder l'illustration. Donc, c'est une vidéo qui est assez longue, qui dure une dizaine de minutes. Alors, pourquoi on l'a pas fait en live? Parce que en live, c'est toujours un peu plus compliqué. Il y a les temps, les temps de chargement, etc. Mais ça représente exactement ce qui se passe tel qu'on vous l'a décrit dans les slides précédentes, déployé sur notre instance Confluence. Voilà. Donc, on va lancer la vidéo et la commenter en même temps. Ok. Alors du coup, on va se retrouver dans mon espace draft qui s'appelle Webinar Draft. Donc je vais avoir une certaine structure donc qui va être composée de deux chapitres majeurs et quatre chapitres mineurs. Et on va avoir une master page. Donc la master page, on n'en a pas parlé jusque-là. Donc, la master page, elle va récupérer toutes les informations de notre espace. Donc on va avoir l'ID de notre page Confluence. Donc l'ID de la page Confluence, il est unique pour chaque page. On va avoir l'espace dans lequel est compris notre page Confluence. On va avoir l'ID, donc la nomenclature automatiquement créée lors de la création d'une page qui va être dans cette master page. On va relancer une nouvelle version. Donc là, j'ai déjà une page dans master page qui est déjà en obsolète, donc qui est déjà dans l'espace obsolète. Donc c'est pour ça qu'on la voit pas dans notre arborescence ici. Et en plus, on a une colonne date de publication qu'on verra après. Donc cette page, évidemment, elle est pas modifiable par tout le monde. On peut choisir de l'afficher ou non à un groupe d'utilisateurs restreint. Elle est juste modifiable par le bot, donc qui lui va venir modifier les différentes informations de cette master page. Donc j'ai tout de suite créé une nouvelle page, donc à l'intérieur de mon mineur chapter 1, donc que j'ai appelé webinar page number 1. Donc pour l'instant, j'ai pas utilisé une notion de modèle, donc j'ai juste créé une page toute simple avec une ligne toute simple.
Donc lorsque la page va être créée, donc on va avoir notre bot qui va venir modifier quelques informations, donc il va mettre une version apparente sur la page. Donc là on commence à 1.0 et il va automatiquement ajouter un- comment dire un modèle donc en dessous du contenu qu'on aura fait sur la création de la page. Donc ce modèle il est automatiquement ajouté mais il va pas apparaître à l'export. Donc ça peut être utile dans certains cas. Donc en plus, on va avoir notre nomenclature qui va être créée. Donc le mineur chapter 1 0002 et un label créé automatiquement donc qui s'appelle mineur chapter 1. Donc mineur chapter 1 002 donc mineur chapter 1 parce que j'ai dit que lors de la nomenclature pour cet exemple, je prendrais la page parent de ma page créée. 002 parce que c'est si vous vous souvenez, dans la master page, on avait déjà une première page qui était en état obsolète, qui existait, donc c'est pour ça qu'on est à 2 dans le compteur. Donc là, je peux venir modifier à tout moment ma page. Donc pour cet exemple, on avait décidé de faire une version, un changement de version manuel, donc c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui va rentrer la nouvelle version, donc qui va décider si c'est une version mineure ou une version majeure. Et donc on voit que dans ma master page, j'ai une nouvelle ligne qui est apparue, donc avec la nomenclature, donc qui est concernant ma nouvelle page qui est créée, donc avec sa nomenclature. Donc on retrouve ces informations dans cette version, nouvelle version, donc qui sont mis à jour automatiquement, donc à chaque modification de la page. On retrouve le titre de la page et la date d'application qu'on verra après. Donc là, ma page, je vais lancer le workflow d'approbation. Donc pour lancer le workflow d'approbation, il n'y a pas de signature requise. Donc là, on voit que j'ai lancé le workflow d'approbation et que je suis passé en état in review. Dans cet état in review, je suis allé un peu vite, mais j'ai ajouté un reviewer. Donc là, je me suis ajouté moi, mais je peux ajouter n'importe qui. Et donc du coup, mince, je suis revenu au tout début. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc une fois que le reviewer a été assigné, donc il va devoir venir approuver et publier cette page, donc venir signer. Donc la signature là elle va être en MFA, donc c'est-à-dire que je vais avoir un token qui est généré sur mon portable. Donc c'est pour ça que vous ne verrez pas sur la vidéo le token. Donc là, le token c'était 411 et donc j'ai approuvé et publié ma page, donc j'ai signé ma page avec mon token. Donc mon état de ma page est passé en publish et je vais avoir voilà, je vais avoir ma page qui va être publiée dans mon espace publish. Donc on voit en haut un petit 5, donc qui veut dire que le contenu de la page qui est dans la version draft est est strictement exact au contenu de la page dans l'espace publish. Donc là on voit que je suis dans mon espace publish, donc qui s'appelle Webinar Publish. Donc que je retrouve toutes les informations de ma page. Et donc si jamais je vais modifier ma page dans mon espace draft, donc là, ah oui, donc non, juste je montre que la revue périodique, bon là elle est 10 minutes. Donc ce que j'ai fait dans la vidéo, c'est que j'ai laissé cette page pendant 10 minutes et que je me suis créé une nouvelle page pour montrer le fait que lorsque j'ai modifié une page dans mes draft, la version dans l'espace public ne va pas être modifiée. Donc pour la page number 2 ici, donc je vais utiliser un modèle. Donc il y en a 88 de mémoire qui sont de base dans Confluence. Donc Confluence vous donne gratuitement, non, mais vous donne lorsque vous créez votre environnement Confluence un certain nombre de modèles. Donc là je vais en utiliser un. Donc j'ai juste à cliquer sur le modèle et ça va mettre tout le contenu du modèle à l'intérieur de ma page. Donc là, je peux remplir mon tableau donc avec du contenu. Donc je peux mentionner un utilisateur. Donc on va un peu passer cette
table. Donc là, je peux mentionner les utilisateurs, oui. Et donc du coup, quand je mentionne les utilisateurs, ils vont recevoir une notification comme quoi ils ont été mentionnés sur cette page. Donc voilà, donc j'ai publié ma Adam, page. Oui, on peut faire un petit arrêt là, juste ici. Là, ce oui, qui est très important de comprendre pour la gestion documentaire, c'est que donc les templates là, donc qui s'appliquent à nos pages directement quand on les crée. Donc ça, Confluence vous en fournit un certain nombre. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que bien sûr, vous pouvez créer les vôtres. Donc ça, c'est très utile quand vous avez un certain nombre de, je sais pas, de formulaires. Typiquement, je sais pas moi, un formulaire de calibration de machine ou un formulaire je sais pas moi, de test ou un formulaire de quelque chose qui est souvent utilisé par certaines équipes. À ce moment-là, vous pouvez créer directement dans Confluence, exactement de la même manière que vous créez une page, un formulaire, avec aussi la possibilité de rajouter un certain nombre de paramètres et publier ce formulaire dans un espace ou dans l'entièreté de Confluence. Et à ce moment-là, vos utilisateurs pourront créer euh, leurs documents à partir de ce formulaire et donc ne pas avoir à copier-coller des informations d'un contenu externe, par exemple, et repartir directement d'un formulaire que vous avez déjà déployé, déjà versionné, etc., etc. Ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que Adam ici a illustré avec un formulaire existant de Confluence, mais évidemment, il y a un intérêt manifeste à se créer ses propres formulaires pour ses propres besoins et les besoins de vos collaborateurs. Vas-y, je... oui. Donc du coup, là, il va se passer exactement la même chose que lors de ma page numéro 1. Donc je vais créer ma page. Donc je vais avoir ma version qui s'est mise en haut, plus mon template qui s'est mis en bas. Et en plus, dans ce modèle-là, donc j'ai un label qui s'ajoute en plus quand j'utilise ce modèle-là, qui s'appelle Experiment Planning, je ne sais plus la suite. Et j'ai mes deux labels personnalisés qui s'ajoutent dans ma page. Donc là, on passe au compteur 3. Vous avez compris, c'est parce que je suis sur ma troisième page qui est à l'intérieur enfin, en tant qu'enfant de ma page Miner Chapter 1. Donc là, voilà, donc je vais passer en version 2.0 en rajoutant un content 2. Donc c'est quand on ira voir la master page une fois qu'elle sera publiée, donc on verra l'ancienne version, la nouvelle version. Donc là, j'ai repassé par mon workflow d'approbation. Donc je vais me réassigner la tâche d'approuver et de publier. Donc je vais réutiliser le token qui est sur mon portal. Donc ce token, il change toutes les 30 secondes. Donc c'est paramétrable ça dans les paramètres de Confluence, donc la durée de validité d'un token. Donc voilà, donc là j'ai publié ma page, donc j'ai retrouvé l'état publish. Si jamais je vais voir ma page dans l'espace publish, elle existe bien avec le bon contenu qui est réalisé, enfin, qui est correctement copié. Et donc du coup, si je vais voir ma master page maintenant, donc on retrouve bien l'ancienne version et la nouvelle version qui était à 1.0 et qui est à 2.0 maintenant. Et donc là, je retrouve une date de publication avec la date time plus la zone horaire. Donc du coup, là, je vais modifier cette page-là à l'intérieur de mon espace draft. Donc j'ai rajouté encore une fois du contenu. Donc voilà, donc là on voit que je suis repassé en état draft automatiquement, parce que j'ai apporté une modification à ma page. Et on voit que la version publiée, donc qui est dans l'espace publish, elle n'a pas la modification content 2.1. Et on voit qu'il y a une indication comme quoi les deux pages ne sont plus strictement exactes. Donc là, je crois que je vais relancer le workflow d'approbation pour aller jusqu'à la partie obsolescence. Ouais. Donc voilà, donc je vais me réassigner l'étape, resigner.
Donc bien évidemment, lorsqu'on a une assignation qui nous est donnée, on reçoit une notification donc en haut à droite ici sur Confluence, et en plus on reçoit un petit mail comme quoi on doit aller signer signer cette page. Donc voilà, donc là c'était juste pour montrer au passage que si je fais une nouvelle publication de ma page en version 2.1, je retrouve bien dans mon espace publish ma version 2.1 et je retrouve et j'ai bien comment dire les deux versions qui ont été publiées. Donc avec l'historique des modifications ici, je vais un peu vite, hein, mais il y a l'historique de modifications de ma page dans l'espace publish. Et donc ça va être la différence entre la version qui a été publiée, donc qui était la version 2.0, avec la nouvelle version qui vient d'être publiée, qui est la version 2.1. Donc on va voir un peu que les mêmes systèmes que sur Git. Donc avec en vert les lignes qui vont être ajoutées, en rouge les lignes qui ont été supprimées, enfin les lignes ou le contenu qui a été supprimé, et en bleu si jamais la mise en forme ou a été modifiée. Donc juste un petit point ici, c'est que du coup ça, c'est un élément natif de Confluence qui est très très pratique donc pour tout le suivi d'audit trail et de suivi de modification des pages. Et que l'intérêt aussi ici, c'est que vous pouvez comparer n'importe quelle version avec n'importe quelle autre version. Vous pouvez comparer la version 4.3 avec la version 1.0 si vous le souhaitez, ou la 4.2 avec la 3.2, il n'y a aucun problème. Donc le fonctionnement de Confluence, en fait, c'est que toutes les versions de page telles qu'elles ont été modifiées par les utilisateurs et ou approuvées, etc., elles vont tous se retrouver dans cette liste-là d'historique de pages, de contenu, et que du coup, vous allez garder en permanence une trace de toutes les modifications qui ont été effectuées par n'importe quel utilisateur. Et les utilisateurs eux-mêmes, alors là, Adam l'a pas fait, mais ont la possibilité, quand ils sauvegardent la page, d'ajouter des commentaires particuliers qui sont en fait un peu l'équivalent d'un commit, où ils disent, ben voilà, j'ai modifié cette page pour telle raison. Et à ce moment-là, les commentaires vont s'afficher ici, là, dans ce que vous voyez là. Voilà. Donc un élément assez important pour les GED qui vous intéressent. Tout à fait. Donc du coup, maintenant, donc on va retourner dans notre espace Trad et qu'on va passer notre page webinar page number 2 en obsolète. Donc pour ce faire, donc je vais lancer le processus d'obsolescence. Donc encore une fois, pour lancer le processus d'obsolescence, là, il n'y a pas besoin de signature, mais par contre, pour rendre la page obsolète, donc on voit que j'ai un utilisateur qui est auto-assigné à cette étape. Donc bon là c'est moi, mais on peut imaginer que ce soit un groupe entier ou des utilisateurs référents. C'est un peu comme on veut. Donc là je vais rendre ma page dans l'état obsolète. Et pour l'envoyer dans l'espace obsolète, donc j'ai quelque chose en plus à faire, donc qui est de rajouter un label obsolète à ma page. Donc là, j'ai rajouté un label obsolète. Donc évidemment, il y a un système de sécurité comme quoi il y a qu'un certain nombre d'utilisateurs qui ont le droit d'ajouter ce label obsolète, que si jamais la page n'est pas en état obsolète, elle va pas, le fonctionnement de l'envoyer dans l'espace obsolète ne va pas marcher. Il y a vraiment toute une sécurité qui est faite. Et donc là, on voit que je suis passé dans mon espace obsolète webinar. Donc avec ma première page de démo qui était ma page, si vous vous souvenez, la numéro 1, qui était déjà en obsolète avant de commencer la vidéo. Donc là j'ai ma webinar page number 2 qui est en obsolète. Et je peux donc retrouver mon historique déjà de workflow, plus mon historique de modification de page, donc qui a été montré tout à l'heure. Donc là on a vraiment toutes les étapes de mon workflow ainsi que tous ceux qui ont fait des approbations, des changements d'état dans ce workflow.
Bon, là, il y a que moi pour l'exemple, mais on retrouve bien toute cette traçabilité, même quand la page est en obsolète. Et donc, du coup, je crois que maintenant, je vais aller sur ma page qui était restée jusque-là en suspens, donc pour attendre les 10 minutes pour avoir ma revue périodique. Juste avant, j'ai montré que, évidemment, quand on passe une page en obsolète, la master page est mise à jour. Donc là, je crois que je suis arrivé un tout petit peu trop tôt, donc j'ai dû cut la vidéo. Donc voilà, il me reste 2 minutes avant que ça repasse en état review, donc j'ai cut la vidéo, pardon, pour avoir ma revue périodique qui s'active. Donc là, si je reviens sur ma page, donc on voit que je vais passer de l'état publish à l'état in review. Donc je dois repasser par mon étape d'approbation de publication. Donc ça permet d'avoir une revue périodique toutes les X temps qui se fait automatiquement. Donc là, je l'ai pas fait dans cet exemple, mais on peut bien évidemment, là je me suis réassigné, mais on peut dire que celui qui a été assigné la première fois doit venir être automatiquement rajouté, enfin être automatiquement assigné lorsqu'on va repasser par cette revue périodique. Et donc voilà, donc là je vais re-signer et je vais repasser par la publication. Et voilà pour la vidéo, je crois. Merci Mhm. Adam. Donc bon, beaucoup d'informations évidemment. En tout cas, voilà notre proposition. Alors il y a plein de choses qu'on vous a pas montré ici, mais on n'a qu'une heure, donc on peut pas aller dans tous les détails. Mais vous avez bien compris il y avait l'audit trail. On n'a pas trop insisté sur l'assignation des droits et la gestion par groupe. On n'a pas vu trop non plus comment on crée des templates ou des templates de formulaires, des choses comme ça. Euh, on n'a pas insisté non plus sur les capacités de recherche, même si on vous les a décrites. Donc bon, sachez que tout ça existe et que voilà, dans le temps qu'on a ici, on peut pas tout vous montrer, mais ce serait un grand plaisir pour nous si vous nous sollicitez d'aller beaucoup plus dans le détail. Donc là, il nous reste une dizaine de minutes, donc je vais essayer de passer relativement rapidement. Donc évidemment, ce qu'on propose en tant que société qui est spécialiste depuis je ne sais plus d'ailleurs 15 ans, peut-être 20 ans, de la validation des systèmes informatisés. Donc on propose aussi à la fois d'être les intégrateurs de ce type de système, donc ce qu'on vient de vous montrer là, et d'en faire évidemment la validation. La validation en général, elle est assurée par l'équipe d'Aurélie Dorivo, donc le pôle qualité de chez ADN avec lequel nous on travaille en collaboration étroite, mais eux sont voilà, donc des spécialistes de la validation, des spécialistes qualité, des pharmaciens, voilà, donc quand même plus fort que nous évidemment là-dedans. Et donc on échange sur les bonnes pratiques pour vous fournir la meilleure validation possible. Bon, je pense que tout ça, ça vous parle. Il n'y a pas de grand mystère sur la façon dont on traite ce type de sujet-là. L'avantage, c'est que nous, on a déjà traité plusieurs fois des jets, donc à des deltas près, on sait assez bien définir les specs, l'analyse de risque qui va avec et les tests qu'on peut du coup en tout ou partie, enfin disons plutôt en partie automatiser aussi selon vos besoins, puisqu'on est sur des outils web et donc du coup on peut aller faire un levier sur des possibilités de tests automatisés de type Selenium ou autre. Il y aura d'ailleurs un webinaire, je crois, la semaine prochaine à ce sujet. Si ça vous intéresse, vous recevrez probablement une invitation. Voilà, est-ce que tu peux avancer un petit peu? Voilà. Un autre élément qui est très important, c'est si vous avez déjà, et vous avez déjà bien sûr, des données ou des documents à migrer. Donc nous, avec Confluence, on a déjà automatisé des migrations. Donc automatisé, ça veut dire qu'on part d'un bloc de documents que vous avez. Ces documents, dans un premier temps, avant de mettre en place l'automatisation, on les regarde,
on regarde ce qui est transférable nativement en tant que page Confluence, donc c'est-à-dire typiquement tous les fichiers qui sont du Word, on va pouvoir les traduire en page Confluence, donc on n'aura pas besoin de les ajouter comme pièce jointe d'une page existante. Donc là, c'est l'avantage, c'est que du coup, tous les fichiers Word, ils peuvent vivre comme ils veulent tout seuls dans Confluence et du coup, vous aurez tous les changements tracés, les mots enlevés, les phrases enlevées, les éléments modifiés, etc. Donc ça, dans un premier temps. Tout ce qui n'est pas traduisible directement en page Confluence, donc, par exemple, je sais pas, un PowerPoint, un PDF, un document de CAO, un fichier Excel qui aurait des formules un peu compliquées. À ce moment-là, on décide de les migrer au sein de pages existantes, ou de pages qu'on va créer en tant que pièce jointe. Donc, bien sûr, évidemment, le système de suivi et de modification, d'application du workflow, il va s'appliquer aussi si on vient changer la pièce jointe, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, à partir de là, selon le volume que vous avez, on va venir faire une migration automatisée avec un système de vérification. Donc l'idée, c'est voilà, c'est quand on migre des pièces jointes, on leur applique une signature et on contrôle la signature une fois qu'elle a été migrée pour être sûr qu'il n'y a pas eu de perte en ligne. Et à ce moment-là, voilà, en général, on a un diagramme de type le flowchart là qui est assez compliqué, mais qui permet de bien suivre ce qui va se passer dans la migration, de proposer une stratégie de migration qui soit à la fois efficace, contrôlée et fiable et rapide surtout. Voilà. Donc ça c'est la stratégie. Et donc du coup, bon, ce qui vient clôturer ce webinaire, c'est notre offre. Donc évidemment, ce qu'on vous a montré pendant un temps assez important, donc qui est l'intégration d'une configuration et la personnalisation de l'outil Confluence pour en faire un système de gestion documentaire. Alors par exemple, comme ce que vous a montré Adam, mais évidemment personnalisable selon vos besoins. Dans un second temps, évidemment, on peut valider l'outil comme on vient de le dire, faire la migration de vos données et s'occuper, si vous le souhaitez, du maintien en condition opérationnelle de votre système, si c'est la politique de votre entreprise ou si vous en avez le besoin. Voilà. Et il y a juste voilà, un petit point très, très rapidement, hein, c'est que l'intérêt de ces outils-là, hein, c'est qu'ils sont quand même pas très chers. Et donc, du coup, passer le prix de l'intégration, qui peut être un peu élevé, après ça dépend ce qu'il y a à faire, passer le prix de la validation et de la migration. Ensuite, vous avez un système qui est du coup à la fois conforme à vos attentes, validé et qui contient vos documents. Donc, ça veut dire que vos équipes peuvent travailler avec. Et bien, à ce moment-là, le prix va être, en tout cas au long terme, va être relativement modéré puisque Confluence coûte 5 $ pardon, par utilisateur par mois. Comala, 1,50 $ et Scriptrunner, donc 2,50 $. Donc ça, c'est les trois éléments de base dont on a besoin, nous, pour mettre en place ce type de système. Peut-être qu'il faut d'autres choses selon vos besoins, mais avec ça, on peut faire exactement ce que vous a montré aujourd'hui Adam. Donc du coup, vous avez un prix à 9 $ par utilisateur par mois, ce qui est relativement peu cher. Et donc qui donne aussi tout son intérêt à ce type d'outil-là, où il faut effectivement faire un investissement au départ, à la fois pour bien spécifier, pour bien définir le besoin et pour l'intégration et la validation, mais ensuite le prix est vraiment modéré. Et voilà, on a réussi à tenir notre engagement de rester dans le temps de 1 heure. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie tous de votre attention, d'être restés jusqu'au bout, parce que je vois que tout le monde est resté jusqu'au bout. C'est très agréable pour nous. Voilà, vous avez nos contacts. Donc, pour des questions, on va dire techniques, vous pouvez contacter Adam. Plutôt technico-commercial ou définition de besoin, vous pouvez passer par moi. Plutôt commercial ou stratégique, passer par Philippe Baron. Vous avez une formation en ligne sur Confluence qui va être faite par Adam, qui sera le 15 juin.
au prix de 120 euros. Donc, si vous souhaitez y participer, vous pouvez nous contacter ou répondre directement au mail qui peut-être vous a été envoyé. Et puis, on vous dit à la prochaine pour d'autres webinaires, d'autres avancées. Et puis, on espère que vous avez appris des nouvelles intéressantes aujourd'hui. Et, et au plaisir de vous retrouver, soit pour d'autres webinaires, soit pour des projets ensemble.